Bonjour à tous, une nouvelle fois je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo on va dire hors du commun. Du moins il me semble que dans la série de vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est la première vidéo où je vais parler d'histoire en fait. Vraiment une vidéo historique. Il y a quelques semaines, je suis allé dans une rencontre de motards. Même si j'ai plus de moto, j'ai retrouvé des amis, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir de passer du temps avec eux. Et cette rencontre a eu lieu dans les Cévennes, et plus particulièrement dans la région de Anduze. On est allé visiter le musée du désert et également un lieu de culte protestant secret. Et je trouve que c'est une histoire de France, une partie de l'histoire de France qui est assez méconnue, que l'histoire des Camisards, que la guerre des Cévennes, et c'est ce que je voudrais vous parler dans cette vidéo. Au Moyen-Âge, toute l'Europe a adhéré à la religion catholique. Et donc tous les pays en fait sont catholiques. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il n'y a pas de séparation comme on connaît aujourd'hui entre l'État et la religion. Plutôt, je devrais dire avec la royauté, ou ça dépend des pays, mais si on parle de la France, il n'y a pas de différence en fait entre la royauté et l'Église. C'est impossible en fait d'étudier l'histoire de l'Église catholique sans étudier l'histoire de France puisque les deux sont très liés. Donc au Moyen-Âge, la France, comme tous les pays d'Europe, sont catholiques et on va dire que c'est la religion officielle de tous ces pays. Autour de 1500, je crois exactement 1517, le pape Léon X veut construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Pour avoir cet argent, eh bien, il met en place un système pour que les gens donnent une partie de leurs biens à l'Église afin d'atteindre le paradis, on va dire, afin d'être pardonnés de leurs péchés, soit les péchés qu'ils ont déjà faits, soit les péchés qu'ils vont faire. Et donc, cette manière de faire prend beaucoup de place, devient très incisive. Martin Luther, c'est un moine allemand qui, en 1517, s'oppose à la papauté. Il affiche sur la cathédrale, en fait, de là où il se trouve, 95 thèses, pour les Français 95 thèses, dans lesquelles il contredit la papauté et il demande à ce que l'Église catholique soit réformée afin que tout ça cesse. Évidemment, tout ça, ça ne plaît pas. Il y a un peu le bins dans l'Église catholique, pour ne pas dire beaucoup. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la Réforme, puisque le but de cette vidéo, c'est de vous raconter l'histoire du désert en France. Bref, les pays qui étaient catholiques, comme la France, il y a eu les guerres de religion qui ont traîné pendant des années. Et pour mettre fin à ces guerres de religion, le roi Henri IV a publié l'édit de Nantes qui laisse libre les protestants de pouvoir célébrer leur culte et leur religion dans un pays catholique comme la France. Et donc pendant des années, les églises protestantes, les paroisses protestantes se développent un petit peu partout en France, mais principalement dans le sud de la France, notamment dans la région des Cévennes, mais également dans la région du Poitou, plutôt du sud Poitou. Mais un petit peu partout en France, comme vous allez le voir sur une carte un petit peu plus loin, il y a les paroisses protestantes qui se mettent en place. Plus tard arrive le roi Louis XIV qui lui veut unifier le pays et donc il promulgue la révocation de l'édit de Nantes à Fontainebleau. Et cette révocation de l'édit de Nantes, elle a pour conséquence d'interdire aux protestants de poursuivre leur culte et leur religion librement. Se met donc en place dans les différentes régions des assemblées cachées, planquées dans la nature, afin que les soldats du roi ne les trouvent pas. En 1685, Louis XIV décide la révocation de l'édit de Nantes qu'avait signé Henri IV en 1598 et qui apportait la paix religieuse en France après les guerres de religion. Donc le roi veut l'unité dans son pays et la loi prive peu à peu les protestants de toute liberté civile, professionnelle ou religieuse. L'édit de Nantes devient donc caduc et tout est prétexte pour la démolition des temples. Les moyens répressifs qui sont mis en place, on enlève les enfants réfractaires et les dragonnades, c'est-à-dire les soldats du roi, s'imposent. Donc suite à la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685, la loi interdit le culte protestant. Et les mesures vont être radicales. Raser les temples, envoyer les pasteurs en exil, fermer les frontières et obliger les gens à devenir catholiques.
Donc une partie de ceux qui sont attachés à leur foi vont partir en exil le plus vite possible, souvent en abandonnant tout. Et les pays qui vont les recevoir sont principalement la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, mais aussi le Canada et les colonies françaises en Amérique. Ceux qui ne sont pas partis se réuniront au désert, à l'abri des regards, dans des endroits cachés pour célébrer leur culte et en organisant en fait une église de l'ombre clandestine et pendant plus d'un siècle en risquant la mort, les galères ou la prison à vie. Les Cévennes vont être le théâtre de la guerre des Camisards, révolte armée pour tenter de retrouver la liberté de culte. Elle opposera quelques 3000 protestants, les Camisards, à environ 30 000 soldats de 1702 à 1704, sans réussir à fléchir l'intolérance et la répression. Je vous invite à visiter le site internet du musée du désert, vous avez le lien sous cette vidéo. Et le mieux bien sûr, c'est de vous déplacer dans les Cévennes pour aller visiter ce musée qui est vraiment très intéressant et qui résume l'histoire des Camisards, l'histoire des protestants et donc qui résume cette période du désert. Le mot désert pour les protestants est un peu comme pour les Hébreux dans la Bible. Les Hébreux sont restés 40 années dans le désert lors de l'Exode, qui était pour eux un lieu de tribulation, de tentation et de désespoir. Mais c'est aussi un lieu où ils écoutaient la parole de l'Éternel Dieu. Les protestants font un parallèle entre ce qu'ont vécu les Hébreux dans le désert, qui ont fui pour leur liberté, et cette période d'histoire des Cévennes, qui est une période de désert où ils doivent vivre leur foi totalement cachée. Cette page d'histoire concerne toute la France, mais elle est plus particulièrement marquée dans le Languedoc et dans les Cévennes, où le protestantisme s'est largement impliqué. Le musée du désert a pour but de retranscrire cette histoire avec des collections qui sont exposées, avec des livres, des images, avec beaucoup de documents qui ont été rapportés, beaucoup de bibles également, des anciennes bibles qui ont été retrouvées, certaines cachées dans des murs, dans les vieilles maisons, qui racontent l'histoire de ces hommes qui se sont battus pour leur foi, contre l'Église catholique bien sûr, mais comme à l'époque il n'y avait pas de séparation entre le catholique et la royauté, ils se battaient contre les soldats du roi appelés les dragons, d'où les dragonnades qui avaient pour but de supprimer les protestants. Donc vous allez voir dans cette vidéo quelques images du musée du désert et également quelques images d'un lieu de culte secret qui se trouve dans les Cévennes à la limite entre le Gard et la Lozère. Début de la guerre 1702, tout de suite elle prend une tournure un peu originale pour l'époque. La guerre des Camisards est une guérilla, c'est-à-dire que la technique utilisée est une technique originale à l'époque de harcèlement. Voilà. Il ne s'agit pas de conquérir un territoire, le territoire étant prédéfini par sa présence protestante. À l'intérieur, s'efforcer manu militari d'y rétablir la liberté religieuse en protégeant notamment les assemblées clandestines. Et puis en allant jusqu'à attaquer les représentants de l'autorité royale sur place, mais dans les points faibles. Embuscade, guet-apens, attaque de nuit sont le lot des combats. Voilà. Des Camisards jeunes, inexpérimentés, peu nombreux, mal armés, mais qui arrivent, en tous les cas pendant la première année, à tenir tête aux armées royales françaises. Au bout d'un an, l'administration royale change de méthode. Puisque la population locale soutient globalement les révoltés, autant enlever cette population. Le grand brûlement est organisé, une zone géographiquement prédéterminée, 450 paroisses vouées à l'interdit. Ce qui sous-entend qu'on prend les gens chez eux, tous les gens, qu'il y ait de vieilles familles catholiques au milieu, c'est tant pis pour eux. On les prend et on les envoie ailleurs. On concentre dans certaines agglomérations qui très vite débordent, alors on emprisonne dans des lieux spécifiques. Voilà. Les populations de tel village se retrouvent dans les prisons du Castille à Perpignan, au port de Sals, ou si ça ne suffit pas, c'est la déportation dans les colonies d'Amérique, Louisiane, Cayenne, Martinique. L'idéal local, c'est couper l'herbe sous le pied des révoltés par le principe de la terre brûlée. Un dernier chiffre qu'on a affiné il n'y a pas longtemps, à ce moment-là, et en moins d'une année, 100 000 têtes de moutons sont enlevées du territoire. 100 000. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien. À partir de là, il n'y a plus d'unité pour les jeunes combattants. C'est un peu le sauf qui peut. Certains choisissent la voie de la tractation, de la reddition, d'autres émigrent, partent à l'étranger. L'Angleterre, qui n'en rate pas une, crée à ce moment-là, profitant de l'arrivée outre-Manche de ces jeunes combattants, crée un régiment camisard qui va être renvoyé en France pour lutter contre les armées royales pendant la guerre de succession d'Espagne. Et puis d'autres camisards restent sur place pour maintenir la révolte, et ceux-là, dans l'année qui suit, sont pris progressivement et éliminés physiquement.
Et la guerre cesse, faute de combattants, fin 1704, début 1705. À ce moment-là, l'intendant du Languedoc pourra dire que désormais la province est pacifiée. Alors, pacifiée certes, mais le maréchal de Villars, maréchal de France, présent sur place à ce moment-là, dira qu'un pays dépeuplé n'a plus aucun intérêt économique. Alors, il ordonne, lui, une amnistie générale, permettant à ceux qui sont dans les zones de concentration de proximité de réintégrer leur masse. Le bilan humain reste terrible, 50% de pertes humaines en 3 ans sur le territoire, 80 années nécessaires pour revenir au niveau démographique. Donc ce phénomène reste marquant. Et le musée, lui, est aménagé ici parce que c'est la maison natale de chef Camisard. Voilà. Pierre Laporte était né ici. C'est un berger, 22 ans, au début de la révolte. Il prend le nom de chef Camisard de Roland. Obstiné au plus haut point, il est éliminé par trahison. Alors on n'est trahi que par des amis. C'est un protestant de la ville d'Uzès qui le vend aux soldats en échange des 300 louis d'or de prime. Roland abattu par les troupes, c'est un terme de la révolte. Faute de chef dans un pays exsangue, elle s'essouffle, tout simplement. L'endroit qu'on va aller visiter, ça a été dans la nuit du 23 au 24 septembre 1689. Il y a eu un rassemblement donc de protestants et ils étaient, on a plus ou moins dans les papiers, ils étaient à peu près 90. Donc il y a 2 pasteurs, le pasteur Brousson et le pasteur Vive qui étaient venus de Suisse. Et là, ils les ont encouragés. Quelques jours plus tard, là, le petit village qu'on a traversé, le Pompidou, alors ils n'ont pas été futés les protestants parce qu'ils sont arrivés en masse et en groupe, donc ça a soulevé des... voilà. Et donc il y a eu à peu près 25 arrestations ensuite, voilà. Alors donc pour la petite histoire, il y a eu un peu, les rébellions ont commencé et les protestants leur ont dit, ceux qui les ont arrêtés, si vous ne les libérez pas, on va y aller.
Donc les 25 ont été, il y avait l'un des pasteurs qui avait été arrêté avec le groupe, voilà. Et ils ont été libérés. Alors il y a ce cirque-là, il y en a un petit peu plus loin. Alors comment on peut imaginer où c'est qu'ils se retrouvaient? Alors ils arrivaient un peu de partout, le message était passé, voilà. Donc et imaginez hein, les pasteurs suisses quand même, c'est pas la porte à côté. Donc là c'est ici que se tient normalement une assemblée protestante ici, ouais. Où à peu près chaque famille se retrouve sur un rocher, voilà, etc. Ouais. De toute façon, là vous êtes sur un lieu qui a une longue histoire humaine, parce qu'il y a eu du passage, c'était un lieu de passage, un lieu d'échange économique. Vous avez Bar des Cévennes en face qui était un lieu d'échange économique, etc. Donc ça a toujours été un lieu très dynamique. Il y avait, il y avait du fer, donc on fabriquait, il y a eu des instruments, des outils qui ont été, des armes qui ont été fabriquées ici, etc. Et ça a été un lieu effectivement où les protestants ont trouvé refuge et venaient se recueillir ici. Voilà. Donc vous êtes sur un lieu chargé d'histoire, mais d'une très longue histoire humaine. Je vous rappelle que vous êtes en zone de protection du Parc National des Cévennes. Vous êtes au cœur du Parc National. Donc vous êtes censé normalement ne pas quitter les sentiers. Parce que là aussi c'est un endroit de recueillement, mais aussi de respect de la nature. Pour faire la chasse aux protestants, aux huguenots, ils ouvraient des voies et des routes et des chemins. Donc pour venir du Gard sur la Lozère, ce que vous avez emprunté en moto, c'est ce qu'on appelle la voie royale. Donc c'était à l'époque de Louis XIV. Cette route, elle a été ouverte justement pour plus de 20 000 soldats, 30 000. Voilà. Donc il fallait, et puis toute la logistique aussi pour... C'est pour ça que vous avez aussi des relais de division, mais après c'est voilà, une voie économique. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'était le même principe que la guerre de sécession aux États-Unis, c'est que ici, il y avait les mêmes familles. Certains étaient protestants et d'autres étaient catholiques. Donc quand tout allait bien, donc jusqu'à Henri IV, il n'y avait aucun problème. Donc il faut s'imaginer après, et c'est écrit, Jésus le disait, le fils se dressera contre le père, la belle-fille se dressera contre la belle-mère, ainsi de suite. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, il y avait des délations même au sein même des familles. Il y avait même des intérêts économiques pour récupérer un peu de la terre aussi. C'était horrible tout ça, ce marasme... Et donc c'est aussi, voilà, on récupérait un puits, on récupérait une source, on pouvait récupérer, voilà, et on se servait de ça. sur 9 km. Suivez la route sur 34 En redescendant, je trouve mon ami Franco arrêté dans le village du Pompidou. Et en fait, il n'est pas du tout arrêté, il est en panne avec son superbe trike tout neuf. La commande des vitesses ne fonctionne plus.
impossible de réparer sur place, obligé d'appeler l'assistance. Et donc je resterai avec lui jusqu'à ce que le dépanneur ait pris en charge le trike, qui sera emmené jusqu'à Lyon, où il l'a acheté, et il sera réparé sous garantie sans aucun souci. J'ai ramené Franco au centre de la rencontre, et puis l'assistance l'a pris en charge pour le reconduire jusqu'à Genève, pour qu'il puisse par la suite récupérer son trike. En redescendant, la pluie s'invite à la balade et je suis très content de ne pas être en moto, mais d'être avec le Sprinter. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous l'avez suivi jusque-là, c'est que ça vous a intéressé. Donc selon vos retours, c'est possible que je refasse des vidéos historiques sur l'histoire de France, aussi sur l'histoire de Suisse, et pourquoi pas, en fonction de mes voyages, sur l'histoire d'autres pays. Avec l'histoire, l'étude du passé, nous apprenons d'où nous venons et ça permet souvent de bien mieux comprendre là où nous en sommes aujourd'hui, comment les pays se sont créés, comment les choses se sont mises en place et comment nous pouvons encore avancer aujourd'hui vers le futur. Concernant le sujet de cette vidéo, sachez que j'ai horreur des religions. Qu'elles soient anciennes ou modernes, je déteste ça. Souvent, ça asservilit l'homme, on perd toute notre humanité. Et en plus de ça, en étudiant l'histoire, on voit que souvent, c'est source de guerre, pour pas dire toujours. Et encore aujourd'hui, si on regarde un peu les guerres dans le monde, c'est souvent dû à des histoires de religion. Pourtant, je suis profondément croyant dans celui qui nous a créés, celui que j'appelle l'Éternel. J'ai une relation personnelle et intime avec lui et je pense que son but, c'est d'avoir une relation personnelle et intime avec chacun d'entre nous. Je vous invite vraiment à rechercher au plus profond de vous-même pour le rencontrer et croyez-moi, ça a changé ma vie, ça change encore ma vie au quotidien et ça peut aussi changer la vôtre. Si vous le trouvez, je vous invite à lire un livre très intéressant de Don Richardson qui s'appelle L'éternité dans leur cœur. C'est un livre en fait qui parle d'une rencontre vers des peuplades complètement isolées du restant de la planète et qui ont une relation personnelle avec le Dieu dont je vous parle. Sur ce, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez et puis je vous dis à tout bientôt, ici, ailleurs ou là-bas.